On va commencer. Bienvenue à tous. Merci à tous d'être présents. Vous êtes déjà plus de 40 sur la plateforme. Donc, pour la présentation de ce premier webinaire de l'IAB France sur le sujet de l'attribution-contribution, je suis Eric Schnebel, le directeur général de l'IAB France. Comme vous le savez sans doute, mais c'est toujours utile de le rappeler, l'IAB est une organisation internationale présente dans tous les principaux pays et qui a pour vocation de développer les normes, les standards de la publicité digitale, mais aussi les bonnes pratiques en faveur d'un Internet ouvert et interopérable pour tous les acteurs. Ce webinaire a donc été organisé par les membres de la Task Force Attribution-Contribution, que je remercie vivement pour leur participation, dont les speakers ce matin seront Sandra Marty de Nielsen, Estelle Pinault également de Nielsen, Heidi Salt-Prakans du groupe M, de l'agence groupe M, Alexis Tacard qui pilote notamment cette task force de l'Ariane et Nicolas Violon de Facebook. Je les remercie donc pour leur présence et participation ce matin. En introduction rapide, nous avons réalisé en avril dernier une étude pour comprendre quelles étaient les pratiques et les attentes en matière de mesure d'impact des campagnes de marketing digital, notamment de la part des marques annonceurs. Nous vous présenterons donc dans la première partie de ce webinaire les principaux résultats de l'étude. Il nous a également semblé important de revenir sur cette problématique d'attribution-contribution de manière plus globale, générale, pour y apporter un éclairage sur les bonnes pratiques à mettre en place. C'est ce qu'on va vous présenter donc, ce matin. Enfin, petit point de détail, n'hésitez pas à poser des questions dans la partie Q&A qui doit être visible sur votre écran, parce que nous traiterons les questions en fin de présentation et plutôt agir dans la partie Q&A que dans la partie chat de discussion qui sera beaucoup plus simple pour nous à gérer. Je ne perds pas de temps, je passe tout de suite la parole à Alexis pour la présentation des résultats notamment. Oui, bonjour à tous. Merci Eric. Alors effectivement, comme le disait Eric, cette task force attribution-contribution, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le sujet. On est très content de pouvoir animer ce premier webinaire et vous présenter des premiers résultats du sondage et puis notre vision aussi sur le sujet attribution-contribution. Donc rapidement, vraiment, c'est une intro à la première partie. Mais comme le disait Eric, on a mené effectivement un sondage auprès d'une centaine de marques pour savoir tout simplement quelle était leur perception de l'attribution-contribution, où est-ce qu'elles en étaient. Et ce sondage est un peu pour nous le socle de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ça permet de faire un petit peu, enfin, pas qu'un petit peu d'ailleurs, ça permet de faire un état des lieux de là où en sont les marques en attribution-contribution. Et j'ai envie de dire que ça rejoignait la perception que de toute façon, nous, on avait du sujet à date. Donc, c'est parfait. Aujourd'hui, on a ces chiffres-là à vous présenter pour introduire le webinaire et ça nous permettra par la suite de vous présenter la vision qu'on a aujourd'hui pour répondre aux problématiques qui ressortent de sondage. Donc, le titre de cette première partie, une prise de conscience réelle, mais un challenge qui reste à adresser. Comme je disais, c'est la perception qu'on en avait, ça se reflète dans le sondage et on va vous le présenter. L'attribution-contribution, c'est un sujet qui n'est pas récent. Ça fait des années que ça existe. Et peut-être que contrairement à d'autres disciplines encore, on n'est pas sur quelque chose où effectivement on pourrait espérer qu'on soit réellement. Donc je laisse tout de suite la main à Sandra pour vous présenter les premiers chiffres du sondage. Bonjour à tous, je suis Sandra Marty donc de Nielsen. Cette première question est assez structurante puisqu'elle demande quelle est la part du digital dans le budget d'achat média. Cette part d'investissement ne tient pas compte, bien sûr, des investissements faits sur les sites propriétaires des marques ou concernant les frais de production. Donc, on peut constater ici que plus de 50% des répondants déclarent accorder plus de 60% de leurs investissements au digital, dont 43% investissent plus de 10 millions d'euros par an.
Donc, en gros, le digital voilà, n'est plus, on va dire, approuvé et c'est aujourd'hui une part d'investissement importante, d'où l'importance de pouvoir mesurer, de pouvoir en tout cas en tirer de la performance. Sur cette seconde question, utilisez-vous une ou plusieurs solutions technologiques pour mesurer les performances de vos campagnes de marketing digital? 94% utilisent un ou plusieurs outils de mesure de la performance, ce qui montre que c'est important dans un univers média ultra fragmenté aujourd'hui, qui en plus est amené à subir de nombreuses ruptures technologiques. Donc, ce qui est quand même rassurant, c'est que 94% utilisent des outils de mesure et pardon, utilisent des outils de mesure pour driver leur performance. Alors d'ailleurs, on voit, je ne sais pas Sandra si tu veux continuer sur cette slide-là ou si je la Je peux commence. y aller si tu veux. Vas-y. Ensuite, sur quelles solutions utilisez-vous? Alors, on peut constater que les solutions des walled gardens sont majoritairement adoptées par les répondants, avec Google Analytics qui arrive en tête et qui représente 79%. Puis vient ensuite Facebook avec 45% des usages. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que 33% des solutions sont des solutions internes. On peut d'ailleurs se demander sur quelle base sont construites ces solutions. On n'a pas forcément le détail, mais il est vrai aujourd'hui que les marques se font accompagner, de plus en plus accompagnées par des cabinets qui bâtissent des solutions sur mesure. Donc, on va dire que c'est l'usage, c'est souvent des hybrides entre des outils existants et des besoins spécifiques. Enfin, ce qui est aussi notable sur cette slide, c'est la montée d'Amazon. Donc, dans les stratégies e-retail, on peut se projeter et imaginer que c'est dans les stratégies e-retail. Et on peut quand même noter également que les solutions made in France, comme Eulerian, Maisberry ou Visali, sont quand même présentes malgré la présence des mastodontes. Donc, on a quand même ces usages qui sont intéressants, en tout cas, à noter dans les solutions utilisées par les marques. Merci Alexis. Alors, malgré du coup cette introduction de la part d'Alexis et le fait de mettre l'emphase sur le fait qu'il y ait aujourd'hui une grosse prise de conscience de l'importance de l'attribution et de la contribution comme outil pour guider toutes les marques dont on parle, en fin de compte, on se rend compte, et donc aussi malgré la moyenne qu'on a pu voir juste avant d'utilisation de 2,4 solutions en moyenne, donc ce qui prouve aussi que nos clients ne se satisfont pas d'une seule solution aujourd'hui, mais essayent du coup d'en combiner plusieurs pour avoir le maximum d'insight. En fin de compte, au final, aujourd'hui, voilà, le fait est que ces outils ne donnent pas suffisamment satisfaction à nos clients avec une note moyenne de 3,39. Du coup, beaucoup d'éléments pourraient aujourd'hui, ressortent comme pouvant améliorer du coup cette utilisation et une meilleure notation en fin de compte de ces solutions. L'attribution de contribution, c'est un sujet assez complexe qui va, comme vous le voyez ici, driver différents éléments qui, au final, tous les uns combinés aux autres, vont plutôt pencher d'un côté sur le fait d'avoir une déception ou au contraire un sentiment plutôt positif. La qualité du tracking ressort comme le point d'amélioration. Le premier, on se doute évidemment que la façon avec laquelle on va récolter l'information et la suivre et la collecter va être évidemment le premier levier clé d'amélioration. Ce qui est souvent remis ici sur la place, ça va être l'effet de mesure holistique. Ben oui, en effet, certaines des solutions qu'on a vues juste avant sont des solutions plutôt silotées et donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin du coup d'améliorer la solution par la prise en compte de différents canaux
simultanément. Il va y avoir également des questions très importantes autour de la mesure online, confrontée également à l'utilisation de la télé. Donc voilà, énormément d'éléments qui, au final, pourraient, selon nos clients, aider à une meilleure, du coup, prise en compte et intégration de cette solution si on pouvait un peu améliorer tous ces actes, tous ces axes. Pardon. Alors, en conclusion de cette première partie, c'est intéressant de faire un point sur le sujet peut-être du manque de maturité, de temps, de compétences de manière générale. Et c'est vrai qu'à la question, vous avez déclaré ne pas utiliser de solutions technologiques pour mesurer la performance de vos campagnes digitales, et la raison, c'est pourquoi il y a encore des marques aujourd'hui qui estiment qu'elles n'ont pas le temps, pas nécessairement les compétences, encore peut-être pas le besoin. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que beaucoup de marques aujourd'hui vont passer encore par des prestataires, par des agences pour travailler sur leur outil de mesure, quel qu'il soit. Donc, tout ça pour dire en fait et conclure sur cette première partie, et qui était notre sentiment de manière générale, même avant que ce sondage soit mis en place, c'est le fait que l'attribution-contribution, comme je le disais en introduction, c'est un sujet qui date pas d'aujourd'hui, mais malgré le fait qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait de plus en plus de marques qui soient équipées, il y a quand même un sujet un problème pour avancer. De manière générale, attribution de contribution, pour trouver des insights qui vont permettre d'optimiser ces campagnes, peut-être des fois même pour rentabiliser l'investissement de l'outil ou les outils d'attribution, parce qu'on a vu qu'il y en avait plusieurs. Et donc, quelque part, il y a un contexte peut-être de flou qui règne autour de ce sujet, et qui nécessite de la structure, qui nécessite tout simplement d'organiser l'approche, parce que on ne pense pas que le problème soit aujourd'hui, évidemment, qu'il y a des enjeux, sur la qualité de la collecte de la donnée, comme on a vu tout à l'heure, et sur la collecte de manière générale, d'autant plus, on en parlera avec un monde cookieless qui s'approche à grands pas. Mais aujourd'hui, les technologies sont quand même suffisamment performantes, puissantes, pour pouvoir être utilisées et dégager des optimisations. Et ce qui manque aujourd'hui, probablement, c'est des méthodes pour savoir quand utiliser ces outils. On a vu que des fois, il y a plusieurs outils qui sont utilisés, et tout simplement une méthode pour faire de l'attribution-contribution et pour se lancer un peu sur le sujet. Et après, ça deviendra beaucoup plus facile de savoir quand utiliser quel outil ou quand utiliser telle fonctionnalité. Donc, cette deuxième partie, elle a pour but justement d'apporter un cadre autour de l'attribution-contribution pour pouvoir avancer sur le sujet. Donc, je laisse la parole à Badi de GroupM pour nous en dire un peu plus. Bonjour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est attribution s'inscrit dans un prisme un peu plus global de mesure de la performance. Et quand on mesure la performance, on peut adresser différents objectifs, en fait. Et la première chose qu'il faut se poser, c'est quel objectif on veut adresser en priorité. Donc, il y a des modèles qui permettent d'avoir un objectif opérationnel de pilotage au quotidien des performances de ces campagnes. Et c'est vrai que ces problématiques-là sont plutôt adressées par les modèles single touch et multi-touch. On peut aussi avoir une approche que je vais qualifier d'un peu plus stratégique, dans lequel on va plutôt utiliser des modèles de marketing mix, qui sont des méthodes qui permettent de mesurer la contribution des facteurs expliquant l'évolution des ventes. Et quand je parle des facteurs expliquant l'évolution des ventes, c'est vraiment tous les facteurs. Et au sein de ces modèles, on peut avoir des indicateurs de la performance des plurimédias. Et enfin, on a des approches qui sont un peu hybrides, qui sont des approches qu'on va qualifier d'attribution empirique, au fait, qui vont nous permettre d'être dans le deux mondes. Du coup, ce sont des approches qui vont nous permettre, par exemple, de mesurer quelle est la contribution de tous les leviers au sein de l'écosystème digital en fonction dans différents contextes. Et c'est vrai que ce qu'il faut avoir en tête, pour résumer, c'est vraiment cet objectif-là. Quel est l'objectif qu'on adresse?
pour mettre en place la bonne méthode. Alors, organiser, comprendre une autre manière également de mettre en évidence ce que disait Baïdi juste avant, donc la contribution, en effet, le fait de la mesure globalement parlant peut être approchée via le prisme, en fin de compte, du média en tant que tel, et une autre manière également de classer toutes ces solutions de mesure pourrait être de regarder en effet quel média on va adresser dans quelle solution. Donc, dans ces solutions de MMM qu'évoquait Baïdi, en effet, là, on va être sur une approche plurimédia où on va vraiment regarder tous les médias qu'un client aura activés, que ce soit des médias traditionnels ou des médias digitaux, pour expliquer au final le KPI qu'on recherche à expliquer et en comprendre du coup l'impact et donc les mesures de chacun de ces éléments. Une autre manière à droite en bleu serait de regarder de façon très ponctuelle sur certaines campagnes isolées uniquement, sur des mesures de lift, d'A/B testing par zone exposée, et donc essayer de se demander la contribution de certains leviers, mais plutôt de façon silotée, isolément, à certains moments de communication. Et donc, au milieu, on retrouve l'attribution. Et donc, c'est une façon voilà, de bien comprendre que là, du coup, on va viser uniquement des médias digitaux et que tout l'enjeu de cette mesure de contribution ici serait vraiment de se demander sur le parcours d'achat du consommateur, à quel point, du coup, l'exposition auquel il aura fait face aux différents leviers digitaux auront permis au final de contribuer à la contribution du KPI recherché ou de la conversion finale. Donc, si on rentre un peu plus dans cette notion d'attribution via les mesures d'attribution, donc le chapeau étant la mesure la plus exhaustive, comme on le disait tout à l'heure, du marketing mix modeling. Si on va chercher à plus comprendre du coup de façon très tactique comment optimiser au jour le jour donc les investissements qui sont faits dans les canaux digitaux, plusieurs modèles vont pouvoir être utilisés. C'est également quelque chose qu'on va voir par la suite, qui sera intéressant de regarder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces solutions existent, vont correspondre également à des moments particuliers de tous les clients, des besoins qu'ils vont avoir. Donc là, ici, par exemple, on peut aller sur des modèles plutôt très simples où on va déterminer en amont déjà certaines règles d'attribution, donc le last touch étant le plus connu. C'est sûr que dans un environnement dans lequel un client va utiliser principalement un ou deux leviers uniquement, voilà, cette solution peut tout à fait correspondre à son besoin. Mais dès lors que, du coup, l'activation de différents canaux va se faire de plus en plus large sur de plus en plus de canaux, on va pouvoir passer à des règles un peu plus avancées, par exemple sur des principes algorithmiques où on va définir, alors en amont encore également, des règles probabilistes, mais du coup qui seront quand même établies a priori, ou au contraire, on va pouvoir aller sur les solutions les plus avancées de data-driven, qui, elles, vont également être basées sur des principes algorithmiques, mais où on va laisser complètement libre, du coup, ces modèles attribuer, du coup, les pourcentages au modèle. Voilà. Donc, si on devait avoir une illustration pour résumer l'ensemble des familles de modèles d'attribution, on pourrait partir sur un match de foot, une équipe de football, c'est-à-dire que globalement, l'équipe, les leviers vont travailler ensemble pour marquer des buts, donc pour avoir une conversion. Et au fait, dans une approche single touch, on attribuerait la conversion uniquement, par exemple, à un seul joueur, par exemple le buteur. C'est-à-dire que l'ensemble des actions, l'ensemble du résultat serait le fruit d'un seul joueur, par exemple le buteur. Du coup, dans ce cas-là, Olivier Giroud. Donc, c'est vrai que ça peut
poser des limites. On se dit, bah oui, mais j'ai différents leviers qui vont intervenir à différents moments de la phase de jeu. Donc, c'est un peu simpliste, mais ça a la vertu de pouvoir avoir un résultat assez simple. Et une fois qu'on se dit ça, on se dit oui, mais comment on peut faire pour prendre en compte un peu l'effet des autres leviers? Ben, ce qu'on peut faire, c'est par exemple pondérer les leviers. Du coup, on a des leviers qui vont intervenir plutôt en haut de funnel, d'autres plutôt au milieu de funnel, d'autres en bas de funnel. Du coup, dans cet exemple du football, on peut se dire, bah, voilà, bah, je vais attribuer 15% de la conversion, par exemple, aux défenseurs, 35% au milieu, 50% aux attaquants. Ces méthodes-là peuvent être basées sur des règles ou sur des principes data-driven, mais globalement, en fonction de sa position, on va attribuer un poids au levier. Et c'est vrai que, pour reprendre, c'était l'exemple du football, dans une approche que je qualifierais d'empirique, en fait, il existe des méthodos qui permettent de comprendre l'ensemble des interactions que les joueurs ont. Et au lieu d'attribuer la conversion à un joueur en fonction de sa position ou en fonction de sa place dans le terrain, on va attribuer la conversion en fonction des interactions que les joueurs ont, c'est-à-dire la participation qu'ils ont, par exemple, sur l'action décisive. Et ces méthodes-là, il existe plusieurs méthodes et certaines méthodes sont des méthodes qui seront possibles dans un monde cookieless. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans une approche single touch, la contribution est liée à un levier en fonction de sa position sur le terrain. Et souvent, c'est le dernier levier qui va intervenir. Et dans les modèles multitouch, on va dire, ah oui, c'est dommage d'attribuer ça à un seul levier. Donc, parce que les différents leviers interviennent à différents moments, par exemple du purchase funnel. Donc, on va attribuer un poids au levier en fonction du rôle qu'il a dans ce purchase funnel. Est-ce que c'est un levier haut, milieu ou bas de funnel? Et dans les modèles empiriques, on va construire des règles, des algorithmes, des méthodes qui vont permettre, en prenant en compte les interactions que les leviers ont les uns avec les autres, pour adresser de manière plus équitable la contribution des différents leviers. Quelles sont les clés de succès pour faire ça? Alors, j'appelle ça le Tetris. C'est que quand on met en place, par exemple, ce type de méthode empirique, il faut définir clairement chaque levier. Au fait, ça, c'est le clé de tout. Quand on parle de display, il faut s'assurer que la définition du display est commune, que quand on parle de search mark, de search or mark, de social, d'organique, que les définitions soient partagées par tout le monde. Le deuxième point, c'est s'assurer qu'on traque correctement tous les leviers. C'est la base, en fait. C'est que une fois qu'on a défini tous les leviers, il faut s'assurer que la donnée qu'on remonte est correcte et les données sont traquées de manière propre, de manière à ce qu'on puisse avoir de manière pertinente l'évolution de tous les leviers. Le troisième point, c'est connaître le coût de chaque levier. Et c'est pas le goût, c'est vraiment le coût, pardon. Et l'idée, c'est vraiment de dire, bah voilà, on a des leviers qui sont own, qui sont earn, donc qui ne coûtent rien, et on a des leviers qui sont paid. Et le fait d'avoir le coût de ces différents leviers, ça nous permet d'avoir des indicateurs, une autre lecture de la performance, notamment à travers le calcul de ROI. Et le quatrième point, il pourrait arriver en premier, mais c'est vrai qu'il est important de l'avoir, c'est définir correctement ce qu'on appelle une conversion et non une correction, décidément. Et une conversion, c'est que globalement, en fonction du KPI qu'on mesure, on n'a pas le modèle, l'attribution, le poids des différents leviers peuvent changer. Par exemple, dans l'auto, l'impact des leviers n'est pas le même si on fait un test drive ou si on mesure une configuration. Et c'est important de vraiment comprendre quel est le KPI qu'on va mesurer pour avoir une estimation juste et plus équitable de la performance des différents leviers. Et le dernier point, c'est un point qu'on met de plus en plus en avant, c'est connaître le contexte business. C'est l'idée, c'est se dire que la contribution d'un levier n'est pas la même en fonction du contexte. Par exemple, si on associe différentes périodes
dans l'activité d'un annonceur, il y a des périodes où qu'on pourra qualifier de temps fort, où la contribution des leviers sera différente des périodes qu'on qualifiera de temps faible. Et l'idée d'avoir cette lecture différenciée des résultats permet d'adapter les stratégies et le phasing des activations médias. Voilà. Du coup, ces 5 piliers, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le Tetris, sont la base des approches d'attribution empiriques, parce que ça permet d'avoir une lecture un peu plus équitable de la contribution des différents leviers. Et surtout, quand on parle de levier, on a clairement défini quel était le levier, quels sont les leviers qu'on mesure, qu'on traque, combien ils coûtent, et surtout, quel est le KPI qu'on mesure. Dernière slide de cette partie. Ouais. J'essaie d'enlever ma caméra. Voilà. Donc, en plus des éléments qui ont été énumérés par Baidi, dans un monde idéal, il faut aussi être bien équipé et prendre en compte un certain nombre d'éléments comme le premier cartouche qui montre qu'il faut avoir des données précises et de bonne qualité, quel que soit le canal, et surtout non siloisé. C'est très difficile dans le monde dans lequel on vit, mais cela, en tout cas, permet une analyse qui est basée sur les résultats attendus. Par exemple, l'idée, c'est vraiment de mesurer quel segment va apporter de la performance ou par exemple sur quelle zone géographique. On est vraiment sur tout ça pour… L'idée de l'attribution, c'est vraiment de permettre de prendre des décisions. Au-delà d'un outil stratégique, c'est vraiment un outil tactique qui permet de prendre des décisions business et d'allouer le budget marketing de la façon la plus optimale. Ensuite, on parle de granularité. L'idée, c'est d'avoir une granularité la plus fine possible. Aujourd'hui, il est possible de travailler sur un niveau individu. Demain, on sait très bien que les règles changeront, notamment avec la disparition des cookies, mais aussi les différentes réglementations qui changent et qui sont de plus en plus strictes au niveau de la privacy. Quoi qu'il en soit, les modèles vont s'adapter et proposer une granularité adaptée qui permettra aux marques de tirer le maximum de performance. Donc, c'est vraiment l'idée de la granularité. On parle aussi de fréquence de modélisation rapide. Pourquoi on parle de la rapidité et de la récence? L'idée, c'est de prendre des décisions rapidement. Aujourd'hui, sur le web, vous n'êtes pas seul. Vous avez besoin de prendre des décisions rapides par rapport à vos compétiteurs ou bien même de saisir les opportunités au bon moment. Quand vous avez un utilisateur sur votre site e-commerce, vous avez besoin de saisir l'opportunité tout de suite, sinon il sera sûrement tenté par une autre offre plus on va dire, soit au meilleur prix, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de réagir rapidement. Et comment réagir rapidement? Il faut aussi être bien équipé en termes d'automatisation, parce que finalement, la main humaine ne permet pas toujours une rapidité optimale. Et l'idée de l'automatisation, c'est qu'elle vous permet de mettre en œuvre les optimisations nécessaires au jour le jour, sans besoin d'intervention. Quand on parle d'automatisation, on parle du fait que les outils d'attribution soient connectés avec les plateformes d'achat programmatique. Pour vous donner un chiffre qu'on constate, en tout cas chez nous, avec notre outil d'attribution chez Nielsen, on constate une amélioration de 20% de la performance en termes de conversion pour le même niveau d'investissement. Donc, ça veut dire qu'on gagne à automatiser et notamment à utiliser les outils qui nous permettent une grande rapidité. Alors, pour conclure un petit peu cette deuxième partie, un fait qui vient un petit peu, on va dire, appuyer ce qu'on a essayé de faire, qui est de mettre un cadre, en tout cas de replacer on va dire, dans un contexte d'analyse les techniques d'attribution. Donc, il y a des techniques, il y a des modèles d'attribution qui sont plus opérationnels, il y en a d'autres qui sont plus stratégiques, à utiliser de manière plus périodique, il y en a d'autres qui sont adaptés à un contexte lié au nombre de leviers et au type de levier qu'on va utiliser. Et donc, voilà, il y a besoin d'un cadre en face et justement de prendre du recul vis-à-vis des modèles qu'on va utiliser par rapport au contexte. Et
Et on voit bien qu'aujourd'hui, les modèles d'attribution qui sont utilisés sont très hétérogènes sur le marché. Alors, beaucoup de marques sont encore au last click, clairement, qui va prédominer comme le modèle par défaut, le modèle défaut opérationnel et stratégique dans certains cas. Et on voit quand même qu'il y a une belle percée des modèles MTA qui sont de plus en plus utilisés. La question est plutôt de se dire, est-ce qu'ils sont utilisés aujourd'hui de manière opérationnelle ou stratégique? Mais en tout cas, ils le sont plus. Et puis, on a des modèles personnalisés qui ne sont pas négligeables, qui représentent 18% des réponses. Et plus on descend, voilà, on va vers d'autres types d'analyses. On va parler d'incrémental, de mix modeling. Tout ça pour dire que, en tout cas, il y a une certaine hétérogénéité encore au niveau des modèles qui sont utilisés. Et de toute façon, il y a probablement une hétérogénéité à avoir dans ces modèles d'attribution selon le contexte dans lequel on travaille, d'où la nécessité d'avoir un cadre quand on fait de l'attribution et de prendre du recul sur qu'est-ce qu'on utilise et quand. On voit d'ailleurs que sur la droite, on parle de modèle d'attribution, mais plutôt dans une logique un peu plus stratégique. Et on voit le MTA qui en monte, le mix modeling qui est plus présent, les modèles d'attribution personnalisés peut-être un peu moins, mais ça vient souligner une nouvelle fois voilà, cette hétérogénéité, cette richesse qu'il y a dans les modèles et qui nécessite de prendre ce recul-là et de se dire que quand on se lance dans l'attribution, il faut bien se dire que voilà, dans quel contexte on est, est-ce qu'on est dans un contexte opérationnel, stratégique, et quels sont les leviers qu'on va utiliser. La dernière partie, elle est justement sur une méthode pour avancer, en tout cas en attribution-contribution, une méthode qui est assez simple, hein, toutefois, mais qui a besoin d'être rappelée. C'est que c'est difficile d'évoluer en attribution-contribution si on ne contextualise pas justement son parcours média. La première chose à faire, c'est quand même de connaître bien le contexte de son parcours média et de savoir ce qui s'y passe pour savoir tout simplement si il y a une nécessité ou pas d'aller vers autre chose. Donc, autre chose, c'est d'aller vers autre chose que le last click. Est-ce que tout simplement la complexité de votre mix média nécessite de réfléchir à autre chose et c'est seulement à partir de ce moment-là où vous aurez des réponses à ces questions que vous pourrez vous dire finalement comment je vais le faire et vers quoi je vais aller pour avoir un modèle qui sera peut-être plus opérationnel dans certains contextes et un modèle plus stratégique. Donc la qualification et la contextualisation de ce parcours média, il se fait de manière très simple, hein, en essayant de qualifier la complexité du parcours. Cette complexité, elle émane forcément du nombre de touches qui sont nécessaires pour convertir, de la durée de conversion qu'on va avoir, et puis quelque part, une première visualisation de la composition des chemins qu'on va avoir va tout de suite donner une idée de est-ce que mon parcours média il est complexe et il nécessite que je pense à autre chose. Et donc, j'ai anticipé la slide d'avant, mais voilà, ces 3 points, en tout cas, trois critères qui sont vraiment simples pour répondre à cette question-là et qui permettent de mettre un contexte qui permettra, au-delà de se persuader ça-même qu'il faut aller vers autre chose, de aussi pouvoir évangéliser en interne pour montrer tout simplement pourquoi potentiellement le fait d'être sur une attribution au last click aujourd'hui, ça pose question en se disant que forcément, il y a un moment donné, il risque d'avoir un problème si on valorise qu'une touche qui est proche de la conversion, alors qu'on est face à une certaine complexité dans le parcours. Et tout ça peut être complètement affirmé dans cette étape de contextualisation en regardant en comparant, on va dire, le nombre de touches qui sont attribuées en last click et le nombre de fois qu'un levier ou un partenaire média va être présent. Donc, c'est quelque chose qui est très simple et qui va venir confirmer les intuitions qu'on pouvait avoir dans un premier temps en se disant, mais est-ce que c'est normal à un moment donné que quand j'utilise le last click, tel partenaire ou tel levier récupère 20 conversions? Et quand je commence à regarder la présence, le nombre de fois qu'il va être présent dans le parcours, je vois qu'il est 2 ou 3 fois plus présent. Donc, ça pose la question, en tout cas, de se dire, est-ce que je devrais quand même pas réfléchir à autre chose? Et ça permet de mettre des chiffres vraiment sur des écarts de valorisation de levier qui
peut, d'une certaine façon, qualifier la nécessité, l'urgence d'aller vers autre chose. Donc après, une fois qu'on a qualifié qu'on a ce type de chiffre-là, évidemment, on peut aller vers des étapes intermédiaires, on va aller chercher à qualifier le levier, à comprendre si le fait qu'il soit plus présent, au final, c'est parce qu'il crée vraiment de la valeur. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de rentrer dans une logique de modèle d'attribution à cette étape-là pour aller faire ça. On peut tout simplement voir s'il y a de l'engagement qui est généré dans le parcours, si le fait que le levier soit présent accélère la conversion, si le levier est autonome. Plus il est autonome, plus forcément il a une importance sur les conversions finales. Et ça va permettre de répondre à des questions en disant oui, il est très présent, puis en plus, il a l'air de créer de la valeur. Donc, il y a une vraie réflexion maintenant à avoir sur comment je peux le revaloriser, soit dans un modèle plus opérationnel, soit dans un modèle plus stratégique. À l'inverse, on peut se poser la question quand on approfondit l'étude et qu'on voit que sur ces 50 interactions-là, il semble créer plus de valeur. Il y a d'autres types de questions qui doivent nécessairement se poser avec des tests probablement à faire. Mais en tout cas, cette partie contextualisation, elle est vraiment essentielle je vais laisser la parole à Nicolas qui est sur la partie sur le fait de calibrer, comment calibrer un modèle. Mais c'est quelque chose qui est essentiel pour amener la réflexion de se dire il faut aller vers un autre modèle d'attribution et en choisir un. Parce que sans avoir une compréhension de ce qui se passe sur le parcours, on a mentionné la contextualisation, ça sera difficile d'évoluer vers autre chose. Donc, je passe la parole à Nicolas sur la partie de comment justement aller vers un nouveau modèle d'attribution, le sélectionner, le calibrer, le valider et itérer. Merci Alexis. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas, je suis membre des équipes Marketing Challenge chez Facebook et je vais vous parler plutôt en ouverture d'une solution un peu plus avancée qui va vous permettre d'aller au-delà après de la contextualisation et du choix du modèle que vous avez fait pour essayer de confirmer justement ce choix de modèle initial que vous avez pu effectuer. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de la sélection du premier modèle pour commencer vos analyses jusqu'à son affinement dans le temps, c'est important de pouvoir le valider et le challenger, notamment sur les choix initiaux que vous avez faits, parce qu'ils intègrent, en tout cas au début, une part importante de subjectivité, même si évidemment on essaie de baser ce choix à l'origine sur une certaine connaissance business. Donc, comprendre le rôle de chaque levier via les analyses de contexte qui Alexis a détaillé est une première étape intéressante. Mais on peut potentiellement aller un petit peu plus loin en mixant un petit peu les méthodologies de mesure pour pouvoir justement valider ces choix de modèle et de réattribution budgétaire et de pouvoir les améliorer et les maintenir dans le temps. Donc, c'est une démarche qui n'est jamais réellement terminée et qui est donc itérative afin de garantir le maintien de la pertinence de vos reporting et les choix de réallocation budgétaire que vous allez faire basés sur ces modèles. Si on passe à la slide suivante. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une solution d'attribution repose sur la mise en place de règles qui sont plus ou moins évoluées afin de donner le crédit ou de partager le crédit des conversions entre différents leviers. Mais la question qui subsiste, c'est comment on peut réellement savoir si le choix de modèle que j'ai fait, même pour les modèles les plus complexes, est réellement représentatif d'une réalité business, si je n'ai pas forcément de point de comparaison ou de baromètre pour comparer justement mon modèle avec l'impact business réel. Et donc, l'idée de ça, c'est de se dire l'impact business réel est difficilement quantifiable. Et le concept de calibration, c'est d'utiliser des solutions de mesure alternatives à l'attribution qui sont capables de quantifier l'impact marginal ou l'impact incrémental ou, comme Badi l'appelait, l'impact empirique de levier média avec le moins de subjectivité possible et d'utiliser ça comme baromètre afin de comprendre si la sélection de modèles que vous avez faite se rapproche de ces valeurs ou sont très éloignées. Et donc, cette technique, elle va vous permettre de ne pas forcément naviguer à vue ou de baser vos choix sur des croyances ou des choses par rapport à ce que vous avez vu fonctionner, mais d'utiliser plus des data points comme base de réflexion. Et donc, vous pouvez, par exemple, utiliser, là, dans l'exemple qu'on a, deux typologies de solutions de mesure alternatives que peuvent être les mix marketing modeling ou la mise en place d'expériences. Donc, ce qu'on appelle expérience, c'est avec groupe contrôle randomisé ou des expériences géographiques où je vais activer des zones et pas activer des zones pour comparer justement les valeurs restituées par ces outils de mesure avec les modèles d'attribution que vous avez mis en place. Évidemment, dans un contexte de campagne qui est identique.
Et donc, c'est important d'insister sur le type de comparaison qui doit être identique pour être vraiment sur un pied d'égalité et pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc, si on devait lister quelques critères, évidemment non exhaustifs, parce que chaque business a ses propres particularités, mais on aurait premièrement, est-ce que le mix média que j'ai mis en place était sensiblement similaire sur les deux solutions que je viens de comparer en termes de part d'investissement sur les différents leviers, en termes d'investissement global. Est-ce que le type d'activation que j'ai mis en place était comparable? Typiquement, si je compare quelque chose qui avait été fait sur un push branding ou un lancement de nouveaux produits avec une stratégie fil rouge, je suis dans deux contextes différents avec des leviers qui peuvent avoir des impacts différents et donc c'est difficilement comparable. Un troisième point intéressant, ça peut être est-ce que le rôle de mon levier spécifiquement était identique? Évidemment, si j'ai utilisé certains médias pour du branding sur une vague et que je le compare avec une période où j'ai utilisé ce même levier, mais plutôt dans une dimension de performance, ça va être très compliqué de comparer les performances. Et ensuite, évidemment, on pourrait également rajouter tous les critères extérieurs aux médias que sont, par exemple, la saisonnalité. Mais vous aurez compris que, hormis être sur exactement le même périmètre entre les deux solutions, donc même campagne, même période, on aura toujours des variables qui peuvent être un petit peu différentes, mais l'idée, c'est d'essayer de minimiser au maximum ces différences afin de comparer ce qui est comparable. Si on va sur la slide suivante, une fois que j'ai fait cela et que je me suis assuré un petit peu de l'homogénéité des différentes solutions que je vais venir comparer, je peux potentiellement comparer ces résultats d'expérience ou les résultats d'MMM avec mes résultats d'attribution sur différents modèles. Et je vais pouvoir comparer comme ça last click, last touch, pondéré, data driven, des modèles les plus simples aux modèles les plus complexes. Et évidemment, plus je vais avoir de points de comparaison, c'est-à-dire plus je vais avoir de moyens d'avoir des expériences qui ont tourné sur différents leviers, plus le choix du modèle que je vais faire va être pertinent parce qu'il va représenter la valeur de plusieurs leviers et non pas uniquement calibré sur une. Et avec cette approche, ça va vous permettre de soit valider le choix initial que vous avez fait, soit de regarder quel autre modèle se rapproche le plus de ces valeurs pour essayer de mieux quantifier l'impact de vos différents leviers. Et une fois que j'ai un modèle cohérent, je peux commencer à penser à des réattributions budgétaires afin de maximiser le nombre de conversions totales que je vais générer. Mais encore une fois, on a ce problème de comment on peut réellement quantifier l'incrément de conversion obtenu par des changements mis en place. Hormis regarder ce qui se faisait avant et après en termes de données historiques, mais on sait qu'il y a pas mal de biais qui sont dus à des facteurs exogènes qui pourraient expliquer de meilleures performances, ce qu'on disait tout à l'heure, la saisonnalité, le contexte, la période de l'année, etc., etc. Donc, une solution qui peut être utilisée, c'est de tester en parallèle mon ancienne répartition de budget avec ma nouvelle sur une période identique pour réellement comprendre si cette décision, qui est basée sur mon rapport d'attribution, a un impact positif sur les conversions totales. Et donc, une des méthodologies que vous pouvez explorer sur le sujet, c'est notamment les géolifts qui permettent de définir des zones qui sont statistiquement similaires en termes de conversion générée et de tendance de vente, afin de pouvoir appliquer deux stratégies différentes en parallèle et quantifier justement l'incrément de conversion générée par une stratégie par rapport à l'autre. Évidemment, ce type de projet, il est compliqué à mettre en place en fil rouge de façon régulière, mais ça peut représenter des points d'étape intéressants 1 ou 2 fois par an pour essayer de comprendre un petit peu si on va dans la bonne direction ou pas en termes d'optimisation des investissements médias. Et donc, pour finir, je pense que vous aurez compris que maintenir dans le temps la pertinence de votre solution d'attribution, c'est une démarche itérative, un cercle virtueux qui va de la définition du modèle à la validation des décisions prises sur celui-ci. Et évidemment, à chaque changement de votre mix média, la place de chaque levier peut évoluer et ça nécessite de régulièrement recommencer ce cycle de validation pour garder des solutions de pilotage qui soient cohérentes et qui soient le plus représentatives de la tendance actuelle. Et je vais repasser la parole à Alexis pour la conclusion. Merci Nicolas. On va aller, il nous reste un quart d'heure avec les questions comprises. Alors, on voulait juste faire une petite conclusion, et à la fois une conclusion et une ouverture sur qu'est-ce qui se passe pour l'attribution-contribution dans le contexte cookieless qui arrive. Alors, j'en fais pas l'historique, mais tout le monde aura compris que la législation, les navigateurs font que notamment certaines données vont plus être accessibles pour faire de l'attribution-contribution. Donc, la question, c'est est-ce que ça remet tout en cause? Est-ce que l'attribution-contribution continuera d'être utile? Si vous voulez en savoir plus sur la mesure de manière générale,
dans un contexte cookieless, on a eu avec la task force de mesure cookieless d'intervention à l'émission First View du JDN que vous pouvez aller consulter. Là, voilà, c'est plutôt orienté, on va dire, très attribution-contribution. Nicolas, justement, dans ta lancée, toi, c'est quoi ton avis sur le sujet? Moi, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on disait, on a une partie des solutions d'attribution qui va être basée sur la donnée, qui va être de plus en plus partielle, même si on va mettre en place des technologies alternatives pour venir combler ou mitiger ces pertes. On va toujours être notamment en mesure de continuer à faire de l'attribution basée sur les clics. Mais moi, le point, c'est de se dire que même si ces solutions d'attribution vont être légèrement plus partielles, ils vont rester un pilier, en tout cas, dans les différentes solutions de mesure que peut mettre en place un annonceur, parce que l'attribution a des caractéristiques qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres méthodologies que peuvent être les mix marketing modeling ou les études d'incrément, à savoir une certaine granularité d'analyse et une certaine agilité ou réactivité, en tout cas, dans la prise de décision que je peux prendre au quotidien. Badi, toi, ce serait quoi ton opinion sur le sujet? Alors moi, mon sujet, c'est que globalement, le cadre législatif change, les données changent, le contexte change et les méthodes évoluent. Et au fait, aujourd'hui, l'industrie, les agences, tous les experts, toutes les personnes qui adressent ces problématiques pour les clients travaillent, font des recherches pour toujours mettre en place la bonne méthode, la bonne approche pour adresser ces sujets-là qui sont des sujets très importants. Et aujourd'hui, il faut que les gens soient rassurés. On met toujours en œuvre, les méthodos ont évolué, elles évolueront. Et aujourd'hui, l'industrie a des solutions pour adresser ces sujets, même dans un monde cookieless. Merci Badi. Et Sandra et Estelle, votre opinion côté Nielsen? Côté Nissan, c'est pour faire écho en tout cas à ce que disait Badi, c'est que on va dire la transformation et la mutation a commencé depuis longtemps et notamment continuera à avancer et on continuera à s'adapter. En termes de mesures, je pense que les marques peuvent vraiment rester confiantes puisque tous les grands acteurs travaillent à trouver les meilleures solutions en ce qui concerne notamment l'attribution. On a déjà des tests grandeur nature puisque on travaille déjà sur d'autres identifiants que les cookies. Selon nous, cela vraiment est rendu possible grâce à des partenariats solides avec notamment des publishers de l'open web, mais aussi les walled gardens. En réalité, les alliances vont écrire, on va dire, l'histoire de demain et ce qui permettra, je pense, d'essayer d'harmoniser en tout cas un maximum les outils pour le futur. Ok. Alors, écoutez, on va passer aux questions. Il ne nous reste pas longtemps et on a quand même quelques questions. Alors, hop, non, je me suis trompé. Donc, du coup, première question. Alors, on a quelqu'un qui nous posait la question qui était étonné de ne pas voir Campaign Manager, l'ad serveur de Google, comme un outil d'attrib contribution. Et la question était, est-ce que ces outils ont été écartés de votre étude ou représentent juste un faible volume? Alors, je vais répondre à celle-là. Moi, je pense que c'est peut-être de la façon dont était aussi orientée la question. Peut-être que l'intégration réellement des outils médias, des outils de mesure proposés par des outils médias était peut-être moins mentionnée parce que c'était peut-être plus orienté outils de mesure. Donc, ça peut être une réponse, mais oui, en tout cas, je pense que Campaign Manager est clairement utilisé par des marques aujourd'hui pour faire de l'attribution contribution et que ce n'est pas nécessairement une exception, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça. Deuxième question, quelle est la différence entre les deux modèles incrémentaux, le MTA et l'incrémental, présentés dans la slide les pratiques hétérogènes de l'attribution? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à celle-là? La différence entre MTA et incrémental? Moi, je peux peut-être… je ne me rappelle pas forcément du contenu de la slide, mais si on doit comparer MTA et incrémental, MTA, en fait, c'est simplement le fait, basé sur des règles, de réattribuer le crédit de conversion à plusieurs leviers sur un parcours de conversion. Donc, on n'est pas forcément sur des notions incrémentales. Ça peut être sur une règle qui donne exactement le même crédit à tous les leviers ou qui va donner plus ou moins de crédit aux leviers qui sont
à l'origine, sont les premiers touchpoints et les derniers. Alors que sur une logique incrémentale, normalement, on essaie vraiment de quantifier l'impact marginal de chaque levier. Et c'est ce que essaient de reproduire un petit peu les modèles data-driven, qui sont quand même basés sur des règles, donc qui ne sont pas totalement incrémentaux, mais qui essaient de se rapprocher au maximum de la valeur incrémentale marginale de chaque levier. Donc, je pense que c'est ça la différence entre les deux. Entre eux, essayer de quantifier vraiment l'impact marginal de chaque levier ou attribuer des règles pour distribuer le crédit entre les différents leviers. Alors, j'en prends une autre qui n'était pas la suivante, mais qui suit un peu celle-là. C'est d'ailleurs la même personne, Philippe. Comment gérez-vous les durées d'attribution différentes entre les leviers dans un modèle MTA et dans un modèle MMM? En fait, la durée, ça dépend de l'objectif auquel on veut répondre. En fait, si on veut répondre à un objectif opérationnel, ben, on va essayer d'être en mesure d'avoir la chose la plus correcte dans le temps le plus court. Et c'est vrai que si on est dans une approche plutôt tactique, on va pouvoir identifier, utiliser un scope de données beaucoup plus large, même consolider des données qui viennent d'environnements différents. Donc ça, c'est vrai que du coup, ce sont des analyses où il y aura un gros travail de consolidation de données qui est fait. Et donc, on va mettre en place des méthodes plus ou moins simples pour avoir des réponses. Et le marketing mix modeling, c'est vraiment intégrer, c'est comprendre tous les facteurs qui expliquent l'évolution des ventes, dont le média. Et donc, sur ces questions-là, on va prendre des historiques beaucoup plus profonds avec des données qui sont moins granulaires. Pour un marketing mix modeling, on est plutôt sur des historiques de 2 à 3 ans avec des données hebdo. Et il y a un travail qui va être fait sur notamment les activations médias pour prendre en compte leur effet réel sur les ventes en prenant en compte ce qu'on appelle la mémorisation, c'est-à-dire l'impact que quand on fait une activation aujourd'hui, elle a un impact aujourd'hui et demain. Donc c'est ça la fait partie de mémorisation et dans un mode et on va prendre aussi en compte la saturation, c'est-à-dire plus on investit, moins c'est efficace. Voilà. Donc c'est vraiment dans le contexte et en fonction de l'objectif, on ne va pas mettre en place les mêmes méthodologies, donc on ne va pas utiliser le même périmètre de données. C'est surtout ça pour moi, ce qui est juste, si je peux revenir, on met pas en opposition un MMM et un MTA, on les positionne plutôt de façon très complémentaire. Et l'approche MMM est d'ailleurs souvent une approche qui va précéder, alors quand on a besoin des deux solutions, qui va précéder l'approche MTA, parce qu'elle va du coup venir regarder sur une longue période passée la manière avec laquelle on performait donc les différents leviers et essayer de donner une réponse vraiment très stratégique à beaucoup plus long terme sur le fait de redessiner un nouveau plan média optimal. Si on va un peu plus dans le détail et si on est un peu plus granulaire et ouais, on utilise un peu plus de dentelle entre guillemets, l'idée du MTA est d'aller focuser vraiment plus précisément sur une période qui va bouger lentement au jour le jour, mais qui va regarder vraiment de façon très tactique comment réutiliser, comment réinvestir, acheter différemment le levier média digital en tant que tel. Donc, on n'est évidemment pas sur les mêmes périodes, mais ce n'est absolument pas antinomique. Allez, une dernière question pour la route. Il ne reste plus beaucoup de temps. Très bonne question d'ailleurs. Bonjour, comment expliquer que le modèle last click prédomine encore autant? Il paraît vraiment incomplet pour la mesure de ROI de chaque partenaire impliqué dans le plan média. Quels sont les freins au modèle multitouch? Sont-ils budgétaires ou techniques? Si je peux rebondir là-dessus, je pense que l'une des premières raisons, effectivement, c'est la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire que c'est un des modèles d'attribution où, en termes d'intégration technique aussi à l'origine, je n'ai pas besoin de faire un travail extrêmement exhaustif pour pouvoir commencer à avoir une lecture un petit peu de la performance entre mes différents leviers. Évidemment, plus je vais vouloir avoir une attribution en prenant en compte les différents touchpoints, en allant vers de l'incrémentalité, plus d'un point de vue intégration et ressources derrière, ça va demander du temps et potentiellement de travail sur le sujet. Donc, je pense que c'est simplement la simplicité d'activation qui fait que c'est un modèle qui est très répandu. Et surtout, le fait qu'on puisse prendre des décisions assez rapides au quotidien, basées sur ce type de modèle. Et puis, je dirais que c'est aussi un petit peu le résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire
je pense, des fois aussi à défaut de trouver autre chose et de savoir comment aller trouver autre chose. Beaucoup de marques aujourd'hui ont envie d'aller vers un ou plusieurs modèles parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'un modèle d'attribution et il peut parfaitement en avoir plusieurs quand on fait des analyses opérationnelles, même stratégiques. Et des fois, bah, c'est ce manque peut-être de structure, peut-être de recul sur comment avancer en attribution-contribution qui fait qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui restent en last click et puis se cache derrière ça, manque de temps parfois pour le faire. Et j'ajouterai un dernier point aussi, peut-être des fois, c'est peut-être aussi la peur d'avoir des chiffres qui soient très différents du jour au lendemain. Et ça peut créer une crainte, cette crainte, le changement. Et le fait de changer le modèle d'attribution, c'est aussi le fait de changer la performance de ces résultats. Et des fois, c'est pas si facile que ça, en fait, d'aller vers autre chose. Il y a juste encore, je crois qu'on a encore le temps pour une petite question, notamment une question sur le questionnaire. Donc, je veux bien y répondre parce que je vais aller chercher les détails dans notre base de résultats, et notamment la question sur l'enquête qui était de dire quel était le panel, les types d'entreprises, les secteurs d'activité qui étaient dans l'étude. Alors, il y a à peu près 20%, c'est de la distribution, donc du e-commerce et la distribution notamment spécialisée. Et puis après, à hauteur de 10% environ, je donne les chiffres en grande masse, on retrouve banque, assurance, on retrouve distribution alimentaire, donc food, on retrouve boisson, alimentation, et enfin, à peu près toujours au même niveau, tourisme, restauration. Et après, les autres secteurs sont à des niveaux plus bas. Et comme on l'a montré, c'était pas mal d'entreprises quand même qui avaient un investissement digital assez important, assez conséquent, avec des budgets qui pouvaient aller pour certains sur le budget média annuel de l'ordre de plus de 10 millions ou 20 millions d'euros, et puis de l'autre partie des répondants qui avaient des budgets un peu plus faibles de l'ordre de 3 millions d'euros. Budget média annuel, c'est bien le budget média digital. Voilà, pour répondre à la question sur la précision du questionnaire de l'étude. Alors, on ne pouvait pas finir ce webinaire sans attribution-contribution, sans faire un petit peu de pub pour notre prochain webinaire et l'actualité IAB. Alors, je passe la parole après à Stanislas ou Eric, mais juste nous, en tout cas de notre côté, sur la task force attribution-contribution, notre objectif, c'est d'organiser un prochain webinaire ou un prochain contenu sur le premier trimestre de l'année prochaine, plus orienté use case, sur plus des use case d'analyse et des choses un peu plus concrètes que ce qu'aujourd'hui on a pu faire, qui était peut-être des fois un peu théorique, mais qui me paraissait important, en tout cas, ça me paraissait important de commencer par ça pour remettre dans le contexte l'attribution-contribution. Eric, si tu veux. Oui, juste un mot, parce qu'il va falloir que je vous quitte également. Juste un mot, on a l'ADENTech Forum qui sera organisé cette année le 1er et 2 décembre au New Cap à Paris et qui sera co-organisé, je dirais, par nous-mêmes, l'IAB France et la Mobile Marketing Association, où l'idée est de effectivement réfléchir pendant un jour et demi à toutes les différentes situations dans laquelle l'écosystème est plongé aujourd'hui et surtout demain. Donc, l'idée de se projeter vers l'avenir avec l'ensemble des meilleurs experts du marché, de l'écosystème, à la fois français et internationaux. Donc, on vous donne rendez-vous. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. On communique dessus à travers les réseaux sociaux et les différents mailings qu'on peut faire. Merci encore à vous tous, à la fois aux membres de la task force, à la fois aux speakers ici présents et puis surtout aux spectateurs, puisqu'on a eu un nombre important de spectateurs, on est monté jusqu'à près de 90 personnes. Donc, merci à tous. Comme quoi, la problématique de l'attribution-contribution est une problématique à porter vigoureusement dans les prochains mois et prochaines années. Merci encore à vous.